Il se peut qu'ils se vendent bien ou non. Nous avons notre stratégie et d'excellents appareils mobiles Windows sur le marché en ce moment. Vous pouvez désormais acquérir un Motorola Q pour 99 $. C'est une machine très capable. Il fera de la musique, il fera de l'Internet. Il utilisera les emails et la messagerie instantanée. Je regarde ça et je me dis que j'aime notre stratégie. Je l'aime beaucoup. Ce déni a été la première grosse erreur de Microsoft, bien que ce soit plus facile à reconnaître rétrospectivement. À l'époque, un smartphone sans clavier physique semblait aussi absurde qu'un ordinateur portable sans clavier. Et le prix de l'iPhone était bien plus élevé que d'habitude. À 499 $, soit environ 756 $ aujourd'hui avec l'inflation, il coûtait 2,5 fois plus cher que le smartphone moyen de 200 $. Le prix élevé du téléphone remettait en question son succès, car aucune entreprise n'avait jamais demandé autant et il était incertain combien de personnes pouvaient se le permettre. L'iPhone, bien que plus cher, offrait essentiellement les mêmes fonctionnalités que les autres smartphones. À première vue, la fiche technique de l'iPhone laissait croire à une arnaque. Un bouton, une caméra, pas de clavier, le même email, téléphone, messagerie, musique et fonctionnalités Internet à plus du double du prix. Il n'est pas étonnant que des gens comme Ballmer l'aient rejeté. Mais ce que des entreprises comme Microsoft et BlackBerry ont négligé de prendre en compte, c'est la commodité et l'expérience utilisateur. Deux choses qui se sont avérées inestimables pour les clients lorsqu'elles sont bien faites. Avec les ordinateurs, jusqu'à ce qu'Apple prouve que les clients non seulement le préféraient, mais paieraient en fait plus pour cela. Savez-vous quelle entreprise a raté le début de la révolution de l'interface graphique et de la souris dans les années 80? International Business Machines, qui en 1900de Google, Eric Schmidt, a vu l'iPhone et a immédiatement réalisé que l'industrie se dirigerait dans cette direction. Google a saisi l'opportunité d'entrer dans l'espace et de concurrencer en tant que nouvelle entreprise. Ils ont développé Android de manière intensive dans le but de présenter un produit quasi finalisé avant fin 2007.
Ainsi, dès 2008, Google pourrait fournir le système d'exploitation aux fabricants de smartphones. Mais Microsoft ne pensait pas que les smartphones sans clavier physique étaient l'avenir. Autrefois, les claviers étaient surtout destinés aux professionnels qui, d'après Microsoft, en avaient besoin pour les emails. Ils ont donc continué à développer Windows Phone pour ces appareils. Puis l'année 2008 est arrivée, qui s'est avérée être une année déterminante pour l'industrie du smartphone. Apple a présenté l'iPhone 3G, qui a été le premier modèle à être lancé à l'international. Était aussi beaucoup plus abordable que l'iPhone original, à partir de seulement $199. Le premier smartphone Android, le High Tech Computer, HTC Dream, est sorti en 2008 et a été vendu exclusivement par T-Mobile aux États-Unis. C'est un concept crucial à saisir, car les choses ont beaucoup changé de nos jours. Beaucoup. Vous pouvez acheter n'importe quel téléphone et l'utiliser sur presque tous les réseaux de votre choix. Mais dans les années 2000, les opérateurs de réseau avaient un énorme contrôle sur les fabricants. Et un aspect de ce contrôle était la vente de téléphones exclusifs à un réseau. C'est pourquoi si vous achetiez un iPhone en 2008, vous entriez automatiquement dans un contrat de 2 ans avec AT&T. C'était évidemment bénéfique pour les réseaux, mais c'était aussi bon pour les fabricants, puisque l'opérateur subventionnait ou couvrait partiellement le coût initial d'un téléphone, ce qui le rendait plus abordable pour les clients. Cela permettait aux fabricants de vendre plus de téléphones et aux opérateurs d'acquérir plus de clients. Mais les opérateurs ne choisissent pas n'importe quel téléphone pour le soutenir exclusivement. Ils veulent un qui est susceptible d'être un best-seller. Alors, quand un iPhone a commencé à gagner en popularité, Verizon et T-Mobile se sont précipités pour avoir un cheval dans la course des smartphones à écran tactile, espérant atteindre la base d'utilisateurs accrue dont AT&T profitait grâce à l'iPhone. Alors T-Mobile s'est associé à High Tech Computer car ils allaient commercialiser le premier appareil Android en 2008. Et Verizon s'est associé à BlackBerry car ils s'étaient déjà établis en tant que leader du marché et s'apprêtaient à lancer leur réponse à l'iPhone, le BlackBerry Storm, un appareil à écran tactile qui délivrait un retour haptique lorsque vous touchiez un bouton. Microsoft ne faisait pas partie de la conversation car ils n'avaient pas encore sorti leur propre téléphone. En 2008, leur système d'exploitation Windows Mobile était toujours sous licence auprès de fabricants tiers. Et ces appareils semblaient de plus en plus démodés chaque mois qui passait. En 2009, le paysage des smartphones avait encore plus changé. Le BlackBerry Storm avait été un échec catastrophique, coûtant à l'entreprise 500 millions de dollars. Verizon cherchait un nouveau partenaire. Et voyant comment T-Mobile avait vendu plus d'1 million de téléphones Android High Tech Computer représentant les 2/3 des appareils sur leur réseau 3G, Verizon a tout misé sur Android. La plateforme a capturé 3% de part de marché mondial contre 0% l'année précédente. Pendant ce temps, AT&T renforçait ses tours cellulaires pour accueillir les millions de nouveaux utilisateurs rejoignant leur réseau avec l'iPhone. Dans le monde entier, l'iPhone. Apple avait vendu plus de 21 millions d'unités d'iPhone 3G, augmentant leur part de marché des smartphones à 14% contre 9% à la fin de 2008. Mais ils voulaient stimuler encore plus les ventes en introduisant l'iPhone 3GS et en réduisant le prix de l'iPhone 3G précédent de $200 à seulement $100, rendant l'appareil accessible à des millions de nouveaux clients. Windows Mobile, quant à lui, avait diminué pour la première fois, de 14% en 2008 à 9% en 2009. C'était une baisse de 36% en une seule année. Microsoft commençait à saisir le message. Ballmer lui-même a admis qu'ils avaient, je cite, « foiré avec Windows Mobile ». Les utilisateurs de smartphones, qu'ils tapent beaucoup d'emails ou non, voulaient un grand écran tactile sans clavier physique. Ils se sont donc finalement mis au travail sur un système. Il est maintenant important de considérer à quelle vitesse l'industrie du smartphone évoluait à cette époque. 4 ans de changement aujourd'hui sont moins significatifs que 4 ans de changement dans les années 2000. En 2010, Apple présentait l'iPhone 4, un appareil radicalement différent du modèle original de 2007. Donc, pour Microsoft, introduire leur système d'exploitation de smartphones modernes de première génération 4 ans après Apple et 3 ans après Google était un énorme désavantage. Alors, comment ont-ils fait ? Eh bien, leur sortie s'appelait Windows Phone 7, qui a remplacé Windows Mobile 6.5.
La réaction des utilisateurs au nouveau logiciel a été principalement positive. Les critiques ont apprécié la nouvelle interface Metro qui offrait un look frais et propre et une vision originale de ce à quoi pourrait ressembler l'écran d'accueil d'un smartphone. Le clavier virtuel a été salué pour sa précision tactile et son autocorrecteur précis. Alors que la réactivité globale des gestes comme le pincement pour zoomer et le défilement était rapide et fluide. Mais il y a eu des critiques, principalement sur le fait que Microsoft a déplacé son attention des clients professionnels vers les consommateurs quotidiens. Par exemple, les fonctionnalités de sécurité de pointe des précédents systèmes d'exploitation mobile Windows manquaient. Un oubli crucial a freiné l'adoption de l'OS par de nombreuses entreprises. De plus, l'implémentation de Microsoft Office sur le téléphone était gravement insuffisante, les applications Office tierces offrant une meilleure expérience. Ces problèmes ont fait sentir à la base d'utilisateurs de Microsoft, qui étaient principalement constitués de clients professionnels, qu'ils étaient laissés pour compte. Il était évident que Windows Phone 7 était conçu principalement pour les utilisateurs quotidiens de smartphones qui s'en servaient surtout pour socialiser et consommer du contenu. Et c'était une bonne stratégie, car il y avait beaucoup plus de ces clients que d'utilisateurs professionnels. Mais il y avait un problème flagrant. De nombreux utilisateurs quotidiens avaient déjà choisi entre Android ou iOS, et les convaincre de changer pour un nouveau système d'exploitation qui ne s'était pas encore prouvé était une grande demande. Mais il ne fallait pas seulement convaincre les clients. Les opérateurs et fabricants devaient aussi être convaincus. AT&T était concentré sur la vente d'iPhone, tandis que T-Mobile et Verizon vendaient des appareils Android. Et contrairement à Apple, Microsoft n'avait que 6 magasins de détail à l'époque. Cela signifiait qu'il compterait fortement sur les opérateurs pour vendre des téléphones Windows aux clients de détail. Des fabricants de smartphones comme Samsung, LG et Motorola avaient déjà commencé à utiliser Android sur leurs appareils. Ajouter un deuxième système d'exploitation à leur gamme de produits n'a fait que compliquer les choses. De plus, Android pouvait être utilisé sans frais de licence, alors que Microsoft facturait $15 pour chaque appareil vendu fonctionnant avec Windows Phone 7, décourageant les fabricants à l'inclure sur trop de leurs produits. Et c'est là que le plan de Microsoft a commencé à se décomposer. Malgré 20 téléphones fonctionnant avec Windows Phone 7 lors du lancement, les opérateurs n'étaient pas sûrs de ce qui les rendait meilleurs que les appareils Android existants et les iPhones. Et les clients n'étaient pas sûrs non plus. En fait, lorsque vous regardiez au-delà de la surface brillante de Windows Phone 7, il n'y avait pas grand-chose en dessous. Les développeurs n'avaient guère priorisé la plateforme avec seulement environ 2000 applications disponibles au lancement. Comparé à Android, qui offrait 200 000 et iOS, qui offrait 300 000. En réalité, plusieurs des applis les plus prisées n'étaient même pas proposées. Des jeux comme Angry Birds et des applications de médias sociaux comme Instagram et YouTube manquaient sur Windows Phone 7. Cela a surpris de nombreux clients qui ont acheté le téléphone via leur opérateur pour découvrir qu'ils ne pouvaient pas utiliser leurs applications préférées. Cela a entraîné des taux de retour plus élevés que les Android ou les iPhones dans les magasins d'opérateurs, dont les employés étaient alors incités à décourager les clients d'acheter un appareil Windows Phone 7 afin de minimiser le taux de retour de leur magasin, sans parler des problèmes avec certains matériels de l'appareil sur lesquels Microsoft n'avait aucun contrôle. Comme le Samsung Focus, considéré comme le meilleur téléphone Windows au lancement, mais souffrant de problèmes avec son emplacement pour carte micro SD. Non seulement les utilisateurs ne pouvaient insérer que des cartes avec des vitesses de lecture et d'écriture spécifiques, mais l'appareil devait être réinitialisé aux paramètres d'usine après l'insertion d'une nouvelle carte SD, ce qui supprimait tout sur le téléphone. Sans surprise, les clients étaient mécontents de telles complications. Microsoft a commencé à saisir ce qu'Apple avait compris depuis longtemps. Qu'ils devaient contrôler non seulement le logiciel, mais aussi le matériel. Microsoft a donc commencé à élaborer une nouvelle stratégie qui pourrait renverser leur situation sur le marché des smartphones et rétablir leur position dominante. Sans un produit formateur pour défier Android et iPhone. Pour accélérer le processus, Microsoft s'est associé à l'entreprise de matériel informatique. Ils avaient trouvé en Finlande une entreprise nommée Nokia qui répondait idéalement à leurs critères. Non seulement ils ont créé le Nokia N9, que Engadget a qualifié de peut-être le plus beau téléphone jamais fabriqué, mais l'un des dirigeants de Microsoft venait d'être nommé leur nouveau président-directeur général, offrant aux deux entreprises
une opportunité unique de collaboration. Le partenariat a aussi profité à Nokia, qui avait également des problèmes avec le logiciel. Vous voyez, le système d'exploitation qui fonctionnait sur la plupart des téléphones Nokia s'appelait Symbian, et il n'avait pas la fonctionnalité avancée et l'expérience utilisateur fluide que l'iPhone et Android offraient. Avec le soutien de Microsoft, ils pourraient bénéficier d'un OS moderne. Ainsi, en août 2011, les deux entreprises ont annoncé leur partenariat stratégique visant à combiner des actifs et développer des produits mobiles innovants à une échelle sans précédent. Cela signifiait que Nokia utiliserait Windows Phone 7 comme son système d'exploitation principal, tandis que les services entre les deux entreprises seraient également fusionnés. Comme le moteur de recherche Bing de Microsoft pour les services de recherche sur les appareils Nokia, le centre de publicité de Microsoft pour les services de publicité de recherche, l'intégration de Nokia Maps avec le moteur de recherche Bing et la fusion de la boutique de contenu de Nokia avec Microsoft Marketplace. La structure corporative de Nokia a également changé en séparant sa division de téléphonie mobile et en réorganisant sa direction pour s'aligner plus étroitement avec celle de Microsoft. Ainsi, les deux entreprises se sont mises au travail pour développer une nouvelle stratégie de smartphone qui pourrait enfin rivaliser avec iPhone et Android, qui à ce stade en 2011 avait atteint 19% et 48% de part de marché mondial, avec Microsoft tombant à seulement 1,4%. Ils devaient donc sortir un nouveau produit rapidement, et en novembre 2011, ils l'ont fait. Il s'appelait le Nokia Lumia 8 Sense, qui était essentiellement un Nokia 9, fonctionnant avec Windows Phone 7. Le président directeur général de Nokia l'a appelé le premier vrai téléphone Windows. Malheureusement, il n'était pas très réel pour les clients aux États-Unis, car l'appareil n'était jamais disponible là-bas. Cela était lié à leur partenariat avec AT&T. L'opérateur exigeait que le téléphone ait la 4G long terme évolution, mais Microsoft ne pensait pas que c'était une priorité. Ils ont donc lancé le produit qu'ils avaient prêt, le Lumia
Windows Phone 8 sur un noyau Windows NT mis à jour, ce qui a considérablement amélioré le multitâche et a permis aux développeurs de transférer facilement des applications depuis Windows 8. Cependant, les utilisateurs de Windows Phone 7 ne pouvaient pas faire la mise à niveau, ce qui était un désavantage. Microsoft avait déjà commis cette erreur auparavant. Déjà en 2010, les utilisateurs existants de Windows Mobile 6 n'ont pas pu passer à Windows Phone 7. N'oubliez pas, Windows Phone 6 est sorti en 2007, Windows Phone 7 est sorti en 2010 et Windows Phone 8 est sorti en 2012. Vous deviez acheter 3 téléphones différents en 5 ans pour faire fonctionner le dernier système d'exploitation de Microsoft. C'était un affront pour les clients qui avaient pris le risque d'acheter un téléphone Windows. Et cela a créé des tensions entre Microsoft et ses utilisateurs les plus fidèles, qui étaient alors plus susceptibles de choisir iPhone ou Android à l'avenir. Il y avait aussi toujours de sérieux problèmes avec les opérateurs décourageant les clients dans leurs magasins de détail d'acheter un téléphone Windows. Pourtant, en 2013, Microsoft avait en fait récupéré une certaine part du marché mondial des smartphones, passant de 1,6 à 3%, bien que toujours loin des 78% d'Android. Ainsi, en septembre 2013, Microsoft a fait une dernière tentative, achetant purement et simplement l'activité smartphone de Nokia pour 7,2 milliards de dollars, marquant la fin de l'implication de Nokia sur le marché des téléphones mobiles à l'époque. Dès lors, Microsoft devait s'assurer que cela fonctionne, mais sans succès comme on pouvait s'y attendre. Le premier téléphone que Microsoft a développé après l'achat de Nokia était le Microsoft Lumia 950, sorti en 2015. C'était leur premier à fonctionner avec Windows DX Mobile, qui a remplacé Windows Phone 8. Et bien que l'appareil ait offert de bonnes fonctionnalités, beaucoup ont estimé que son design était une régression. Il semblait moins haut de gamme que les autres smartphones phares, et il n'avait pas le même charme coloré que les précédents modèles Lumia. Les critiques ont critiqué son écosystème d'applications sous-développé et son système d'exploitation bogué. The Verge a déclaré que Windows 10 Mobile semblait inachevé et que son interface utilisateur était incohérente. Microsoft a reçu tellement de plaintes concernant le système d'exploitation qu'ils ont finalement permis aux utilisateurs de rétrograder de Windows 10 Mobile à Windows Phone 8. En 2016, la part de marché mondial des smartphones de Microsoft avait chuté de 79%, représentant 0,4% du marché. En seulement 10 ans, ils sont passés de la première place avec 34% du marché à pratiquement zéro. L'écriture était sur le mur, car il est devenu évident pour tout le monde que Microsoft n'avait tout simplement aucun avenir sur le marché des smartphones. En octobre 2017, Microsoft a annoncé qu'il ne vendrait plus ni ne fabriquerait de nouveaux appareils mobiles Windows DX, le Lumia 950 étant leur dernier smartphone phare. Ballmer a reconnu que Microsoft aurait aujourd'hui une meilleure position sur le marché des smartphones s'il pouvait, je cite, « refaire les 10 dernières années ». Ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas assemblé le matériel et le logiciel assez tôt. C'est donc pour cela que le Windows Phone a échoué. Je suis Greg d'Apple Explained, merci de regarder et je vous verrai dans la prochaine vidéo.